Bonjour Camille. Bonjour Katarzyna. Eh bien, je suis tellement ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Oui. Allez, je vais adopter un petit langage que tu connais bien, celui du journaliste. Donc, bienvenue sur mon plateau Ebikeo pour le deuxième chapitre de mon dossier France Compétences. Donc, petite série qui est dédiée à l'analyse des différents livrables, appelons-les comme ça, exigés par France Compétences dans le cadre d'une demande d'enregistrement auprès d'un des hauts répertoires donc RS ou RNCP de France Compétences. Et donc là, aujourd'hui, notre sujet, c'est la note d'opportunité. Donc, je suis en train de checker en même temps que je vous parle. Oh, ben voilà, on a des personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Le temps que les personnes se connectent. Camille, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Qui es-tu, Oui. Camille? Qui je suis? Déjà, je travaille avec Christine Lancesseur, qui a le même nom de famille que moi. Donc, on aura compris que c'est une agence familiale qui s'appelle 4 et Associés. Et on est Et je te spécialisé dans rappelle, l'approche par les compétences. Pardon? voilà, je te coupe. Pour ceux qui nous auraient rejoints qu'aujourd'hui, qui n'auraient pas regardé le replay du précédent numéro, Christine Lancesseur était présente lors du premier C'est ça. numéro sur les référentiels de compétences. Voilà, c'est le petit clin C'est d'œil. malin Voilà. référentiel d'activités et de compétences de l'agence. Et moi, je suis plutôt portée sur la note d'opportunité entre autres, et puis les analyses de cohorte. Donc, je travaille pour 4 et Associés. J'ai atterri là par transfert de compétences. Peut-être qu'un jour tu feras un webinaire là-dessus, puisqu'initialement j'ai une formation de journalisme et qu'ensuite j'ai fait 10 ans de communication. D'abord dans les relations presse et puis ensuite communication globale pour les entreprises, donc beaucoup du contenu et avec ce souci de la cohérence, cette notion clé que nous allons également aborder à l'occasion de ce webinaire. Oui, et merci beaucoup Camille donc, pour cette présentation et pour les éclairages aussi que tu vas apporter sur le sujet du jour, puisque voilà, ce qui m'importait, c'est ce que je fais pour chacun des webinaires. J'essaie de trouver la bonne personne qui va apporter un regard différent du mien, en tout cas, et complémentaire. Et donc là, typiquement, ton expérience journalistique, j'imagine, influence tes travaux de rédaction dans la note d'opportunité. Donc pour ma part, on se suit un petit peu maintenant, mais voilà, pour vous donner aussi un éclairage sur mon parcours, moi je suis à la fois qualiticienne et j'ai beaucoup formé, j'ai beaucoup travaillé dans l'enseignement supérieur privé. Et à ce titre, j'ai lu énormément, enfin j'ai produit pas mal d'ouvrages et j'ai lu aussi pas mal de copies. Et donc forcément, on a un regard un petit peu critique et on a cette lecture un peu en mode scanner et on va repérer des éléments dans un livrable, dans un attendu, dans une dissertation, peu importe que ce soit un étudiant ou un client dans ce qu'il va produire, on va avoir une lecture avec des attendus très particuliers. Et c'est un petit peu le cas aussi pour France Compétences, pour l'instructeur ou l'instructrice qui va analyser votre dossier. Donc, d'où l'importance de bien travailler cette note d'opportunité, tant sur le fond, mais aussi quelque part sur la forme, pour à la fois rendre ce travail d'écriture agréable pour vous, rédacteur, mais aussi pour le lecteur, parce que c'est quand même celui aussi qui va apporter un regard assez déterminant sur la suite du dossier. Exactement, et c'est ce qu'on se disait en vous attendant tous, que c'est vraiment l'endroit du dossier qui caractérise quelque chose qui existe vraiment dans tout le dossier, c'est que c'est un exercice de communication. Et un exercice de communication, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui émet un message et qui fait en sorte que ce message soit reçu et reçu dans les termes qu'il le souhaite, c'est-à-dire tel que lui pense l'avoir envoyé. Donc c'est quand même plein de micro-étapes, comment on construit le message, comment on l'envoie, comment on fait en sorte qu'il soit reçu, puisque selon la personne, ce ne sera pas du coup le même procédé. Si on s'adresse à un enfant ou à un adulte, à un instructeur ou un copain, ça sera pas pareil. Et donc on a un peu comme quand on passe un examen aussi, ça doit te parler aussi Katarzyna, on a
une chance que ça soit reçu. On ne connaît pas les conditions dans lesquelles la personne va ouvrir notre dossier, va s'en enquérir, va l'étudier. Et c'est un peu tout ça qui est en fond dans cet exercice de communication pour le dossier, mais particulièrement pour la note d'opportunité, dans laquelle on a plus de liberté que dans les autres documents. C'est ça. Donc, profitons un petit peu de cette liberté, justement, pour se faire, enfin, quand je dis se faire plaisir, c'est toujours avec un objectif très précis, mais profitons-en. Donc, au programme du jour, eh bien, comme à mon habitude, hein, j'aime bien structurer un petit peu le webinaire. Donc, on va d'abord s'attarder sur quelle définition ou quel cadre on pourrait donner à la note d'opportunité. Hein. Donc, on va se poser clairement les questions. Qu'est-ce qu'une note d'opportunité ? Puis, on verra que la note d'opportunité, c'est plus qu'un livrable. Hein, c'est pas un document purement administratif, comme d'ailleurs vient de le dire très justement Camille. C'est un travail d'enquête. Il y a une vraie enquête à mener pour pouvoir produire ce document. Et enfin, on verra un petit peu comment on peut aborder la structure même de la note d'opportunité, quel squelette on peut lui donner. Bon, même si je préfère être claire dès le départ, il n'y a pas une façon d'aborder les choses. Hein, et puis, il y a peut-être même autant de façons qu'il y a de projets. Mais bon, globalement, il y a quand même des informations qui vont être indispensables. Exactement, des repères, tout à fait. N'hésitez pas à prendre part à nos échanges, à poser vos questions dans le chat. On va essayer de les traiter au fur et à mesure. Et si toutefois on passait à côté de l'une de vos questions ou qu'on y aurait mal répondu, enfin pas comme vous l'attendiez, n'hésitez pas à la reformuler et à le relancer pour qu'on puisse y répondre. Alors, hop. Donc, première question, qu'est-ce qu'une note d'opportunité ? Eh bien, c'est un grand document, si on pose un cadre un petit peu large. Un grand document, pourquoi ? Parce que, en général, il prend quelques pages, ce document. Alors, je préfère répondre tout de suite à une question qui m'est très souvent posée lorsqu'on lance un dossier. Combien de pages ? Alors, il n'y a pas de réponse préconçue à ce sujet. Alors, ma fameuse réponse qui je sais est exécrable, ça dépend. Ça dépend des sujets, ça dépend du projet, ça dépend si on est sur du RS, du RNCP, quoi que ça conditionne pas grandement les choses, mais peut-être que si on est sur du métier émergent ou pas, voilà, ça peut influencer la taille de la note d'opportunité, mais en soi, c'est pas un critère. Ce qu'il faut voir, c'est que ce document, c'est une justification construite et argumentée par des faits, des sources vérifiées, vérifiables et fiables, de l'intérêt économique et social du projet de certification sur le marché du travail. Donc, bien des choses pour dire que, avant tout, c'est un document qui va être alimenté de manière factuelle par des sources. Alors, toi, en tant que journaliste, Camille, je pense que tu as des choses à dire sur la source. Alors, comment est-ce qu'elle peut être cette source ? Comment elle doit être alors, les sources vérifiées, bon, il y a la règle des 3, mais ça, c'est du journalisme après, hein, pas forcément strictement applicable pour cet exercice-là. On part du principe que si on a 3 sources qui disent la même chose, alors le propos est avéré. Ici, dans cet exercice-là, la source, bon, on a quoi ? On a le web. Pour le RS, on a quand même les attestations qui viennent nourrir la note d'opportunité. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans le webinaire. Pour le RNCP, on a essentiellement le web, qui est un formidable outil. Mais dans le web, il n'y a pas n'importe quoi à prendre. On va privilégier les sources telles que en fait, d'abord les sources institutionnelles et puis les sources journalistiques aussi, puisque on est sur un exercice qui tend à démontrer que l'organisme de formation a fait son job de veille. Et comment on fait de la veille, si ce n'est se rapprocher des professionnels du secteur, donc les branches professionnelles, les observatoires de métiers, tous les instituts de sondage, enfin toutes les études en fait, statistiques qui viennent donner des chiffres, parce que si les journalistes aiment les chiffres, je pense que les dossiers de France Compétences également, ça permet quand même on dit souvent les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc ça permet de souligner une déclaration, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ce soit déclaratif, c'est toujours on déclare et on démontre, on est soutenu par des faits de l'extérieur qui nous soutiennent. Donc des verbatims aussi, on reprend quelques interviews dans les articles, et puis comme je l'ai dit,
toutes les documentations sectorielles. France Travail publie également des choses. Et il faut savoir que vous pouvez vous retrouver dans la grande bibliothèque de France Compétences, auquel on ne pense pas toujours. Et pourtant, il y a quand même des choses qui sont centralisées avec un moteur de recherche interne qui permet d'aller assez vite pour savoir s'il y a des recherches ou pas. L'INSEE est pas mal aussi. Moi, j'aime bien l'INSEE. Donc voilà, pour aller chercher des chiffres, pour aller chercher des témoignages d'experts que l'on n'a pas forcément ni l'occasion ni le temps d'aller chercher pour une note d'opportunité. Et puis également, il y a pas mal aussi, moi, de temps en temps, je peux en YouTube pour des conférences. Ça peut. Je suis tombée sur des conférences et sur parfois des choses très très pointues. On a travaillé pour le métier de secrétaire de mairie et j'ai trouvé des choses qui sont, des réunions filmées. C'est vraiment avec, on peut pas la chercher. Sauf si on cherche sur le moteur de recherche de YouTube, c'est vraiment quelque chose qui ne remonte jamais sur votre chaîne. Mais pourtant, il y a ça et ça peut vraiment être intéressant. En tout cas, ça élargit les endroits où on peut trouver du matériel pour croiser, et mettre en note de bas de page, évidemment, à chaque fois. Alors, très, très important. Très, très important. Mentionnez vos sources. Alors, finalement, on va essayer de ponctuer conseil numéro 1. Voilà, je risque de perdre le fil des conseils à donner, enfin des numéros de conseils, peu importe. C'est le premier conseil, effectivement, mentionnez vos sources et vérifiez vos sources. On l'aura bien compris. Le fait, par exemple, de mentionner un site commercial, en fait, ça n'a aucune valeur parce que, même si peut-être que le site en question dit des choses très très justes, n'empêche que ça, c'est un commerçant, entre guillemets, qui le dit. Donc, nous, ce qu'on veut, effectivement, ce que France Compétences souhaite, c'est de pouvoir vérifier ce que vous annoncez, ce que vous mettez en avant comme état de fait, que ce soit d'une part la vérité et qu'en plus, ça vienne justifier la portée de votre projet. J'en profite, tiens, pour faire un petit rappel. Ce qu'on doit trouver dans une note d'opportunité, c'est bien la justification de la portée du projet de certification. Alors, au risque de me répéter encore et encore, parce que c'est ce que je fais à travers chacun des webinaires, il ne faut pas confondre un projet de formation et de certification. Ce que l'on met en avant dans le dossier de demande d'enregistrement, que ce soit auprès du RS ou du RNCP, c'est bien un projet de certification. Et donc, il ne s'agit pas dans la note d'opportunité de défendre la formation qui prépare à la certification. On peut un petit peu en parler parce qu'effectivement, ça peut faire partie de l'histoire du porteur du projet. Le porteur du projet peut être un organisme de formation, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Ça peut être aussi une autre structure. Donc voilà, ce que l'on illustre, ce qu'on présente, ce que l'on justifie, c'est bien le projet de certification. Donc de compétences. Donc, on parle de compétences. On ne parle pas de modules. On parle de qu'est-ce que je dois savoir faire, qu'est-ce que je dois présenter face à un jury en termes de savoir-faire, ce sur quoi je vais être évalué. Donc, on parle bien de compétences. Si tu veux bien, Katarzyna, je veux bien qu'on précise aussi quelque chose puisqu'on en est sur la slide « Qu'est-ce qu'une note d'opportunité ?» Moi, j'aime bien toujours me rappeler dans quel contexte ces obligations et ce process et cette autorité est née. Elle est née dans le contexte d'une loi qui est arrivée avec un décret en janvier 2019 qui demande expressément, dorénavant, aux organismes de formation de se rapprocher, de tout faire pour se rapprocher des besoins sur le marché du travail, donc des besoins des entreprises en matière de compétences. C'est important, pourquoi ? Parce que c'est tout le dossier qui vise à démontrer que les organismes de formation sont en rendez-vous sur ce que demande cette loi. Donc, c'est de mettre dans chaque document l'esprit de cette loi. Et pour moi, la note d'opportunité, plus que n'importe quelle autre, elle est la manière la plus libre de démontrer que l'organisme de formation a compris ce qu'on lui demande. Et comment elle a compris ce qu'on lui demande ? Elle a compris parce que l'organisme de formation doit maintenant faire des veilles,
Parce que comment on peut savoir ce dont les entreprises ont besoin si on ne veille pas au secteur, à l'évolution du secteur, mais à l'évolution des métiers. Il y a énormément d'interdépendance, il y a énormément de paramètres. Donc, on est sur cette démonstration-là. L'idée, c'est qu'à la fin, l'instructeur ou l'instructrice se dise « Ok, cet organisme de formation connaît son secteur. Il n'envoie pas ses certifiés dans un monde qu'il ne connaît pas. N'envoie pas ses certifiés faire des métiers avec des compétences qui sont pas un peu celles-là, mais pas tout à fait, où il en manque quelques-unes, et notamment, je pense à des métiers qui sont vraiment en grande transformation. Donc, il y a plein d'éléments de contexte que la note d'opportunité va pouvoir faire valoir et qui va permettre de faire des liens de cohérence avec le référentiel d'activité, les analyses de cohorte, etc. Donc voilà, juste rappeler qu'on met un chapeau macro comme ça en se disant à quoi sert, c'est quoi une note d'opportunité, c'est démontrer justement quand vous évaluez vos certifiés, vous les mettez dans des situations professionnelles pour qu'ils démontrent dans une activité qu'ils ont acquis leurs compétences. C'est exactement le même exercice. Au final, on démontre qu'on a acquis ces compétences-là, de faire des veilles, de regarder si par rapport aux besoins et au contexte et aux défis et aux contraintes des entreprises de toute taille ou pas, quelles sont les compétences qui sont attendues et qui vont permettre la rencontre et du coup l'employabilité de vos certifiés. Voilà, grosso modo, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit en macro. Voilà. Rien que ça. Mais vaste projet, vaste sujet, mais on voit bien que le cœur de tout ça, c'est bien la cohérence. On montre qu'il y a une cohérence entre nos projets et le besoin du marché du travail. Bon, de toute façon, on va l'aborder un petit peu plus en détail, mais on est bien dedans. Tiens, on va lancer un petit sondage en parallèle si vous souhaitez y répondre. Parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui, quelles sont celles qui sont dans un projet de certification et qui sont peut-être d'ailleurs dans la rédaction même de la note d'opportunité. Bon, peut-être que vous n'y êtes pas encore, mais ça nous permet aussi un petit peu peut-être d'orienter nos propos par la suite, de savoir qui parmi vous est dans un potentiel projet de certification. Alors, pour poursuivre un petit peu sur la note d'opportunité, alors j'utilise le mot livrable peut-être à tort, mais bref, ce document est un indispensable du dossier qu'on va présenter à France Compétences et il l'est tant pour l'ERS que pour un projet RNCP. Alors l'orientation donnée, elle sera peut-être légèrement différente dans un cas par rapport à l'autre. Mais bon, globalement, finalement, ça reste la même structure documentaire. Alors, juste pour différencier RS et RNCP, encore une fois, je fais un petit peu des rappels, des redites au cas où. On enregistre, je ne sais plus si j'ai fait une slide là-dessus, sinon je vous l'explique comme ça. Bon. Le RS, répertoire spécifique, enregistre des compétences complémentaires ou transversales à des métiers. Je fais vraiment un résumé, parce qu'il ne s'agit pas de... on pourrait refaire un webinaire sur chacun de ces termes. Donc, on est sur des compétences transversales ou complémentaires à un métier. Donc, si on donne un exemple, je reprends toujours les mêmes exemples d'ailleurs, compétences transversales, une langue étrangère telle que l'anglais par exemple va être utilisée dans plusieurs secteurs d'activité, donc c'est de la compétence transverse. Une compétence complémentaire à un métier, je crois que j'avais déjà donné cet exemple la dernière fois, eh bien, quand on est par exemple sur du cake design, donc vraiment de la mise en valeur de produits pâtissiers avec des fleurs en sucre, etc., ça c'est une compétence complémentaire au métier de pâtissier, voilà, pour différencier les deux. Et quand on parle de RNCP, eh bien là on est sur de l'enregistrement de métiers, donc c'est tout un ensemble de compétences organisées selon le cas, à travers des blocs de compétences qui vont permettre de construire un référentiel propre à un métier dans sa totalité, dans son ensemble. Et donc, forcément, quand on va rédiger une note d'opportunité, l'orientation même que l'on va donner au contenu de la note d'opportunité sera orientée selon que l'on parle d'un ensemble de compétences ou selon que l'on parle de plusieurs ensembles de compétences qui aboutissent un métier. Voilà, pour la petite précision sur le sujet. N'hésite pas, Camille, d'ailleurs, si tu as des choses à rajouter sur le sujet. Non, j'étais en train de réfléchir. Je me disais juste que il y a une différence
dans le but final de la note d'opportunité dans un RNCP, c'est vraiment de faire comprendre que le métier va répondre aux enjeux et aux défis de l'entreprise. Dans un note d'opportunité RS, il faut vraiment montrer que oui, ça aussi, c'est à démontrer, mais en plus que c'est le métier qui a besoin. C'est les personnes qui exercent ce métier qui ont besoin de ces compétences complémentaires ou transversales pour pouvoir continuer à être employable et puis répondre aux enjeux de l'entreprise. Donc il y a une espèce d'effet en plus pour le RS, puisqu'on vient préciser un métier qui peut être en évolution, ou c'est l'organisation de l'entreprise qui, du coup, a besoin d'une nouvelle compétence dans cet endroit-là, et pourquoi, etc. Donc, on est sur quelque chose on maille un peu plus fin, peut-être, une note d'opportunité en RS, ce que tu me diras selon mais parce qu'à certains endroits, les compétences ont besoin d'avoir des précisions. Oui, peut-être un filtre un petit peu plus fin. Mais bon, et encore que, attention, oui, ça dépend. C'est au cas par cas, en fait. Hein, oui, c'est le fameux « ça dépend ». Alors, avant tout, et avant, pendant le travail de rédaction d'une note d'opportunité, il y a un vrai travail d'enquête, en fait, derrière tout ça. C'est une véritable étude qui va être menée en amont. La fameuse veille. C'est tout un tas d'informations. Une fameuse veille qui ne s'arrête jamais, en fait. Hein, c'est le principe même de la veille. Et pour les porteurs de projets qui sont aussi organismes de formation, vous le voyez bien, hein, vous avez 3 indicateurs dans le référentiel national Calliope qui met l'accent sur la veille, mais comme on l'a dit, un porteur de projet n'est pas forcément un OF et donc il doit aussi être en veille permanente. Cette collecte d'informations, c'est pas juste des informations qu'on prend par-ci par-là, on l'a déjà dit, on le répète, c'est aussi tout un ensemble de preuves. Et parfois, quand on est dans cette phase de collecte d'informations, on se rend compte qu'il se peut que le projet, en l'état, doit être encore renforcé sur certains points. En tout cas, il a peut-être besoin de mûrir un petit peu pour parfaitement coller aux besoins et ou aux lacunes que peut présenter le marché du travail, et je précise, le marché du travail français, puisque on est sur un projet d'enregistrement sur des certifications qui dit France compétences, hein, dit marché du travail français, forcément. Voilà. Donc, dans certains cas, cette note d'opportunité, en tout cas la phase d'étude qui va aboutir à terme à la note d'opportunité, c'est aussi un passage qui va permettre de formuler ou de finaliser le référentiel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que justement, quand on va faire cette veille du marché, quand on va aussi partir de l'insertion professionnelle quand on est sur du RNCP, eh bien, on peut se rendre compte, à force de recherche et aussi d'échanges avec les professionnels du secteur, que le référentiel tel qu'il était bâti initialement, il mériterait d'être renforcé à certains endroits, d'intégrer certaines subtilités dans les compétences, d'intégrer des moyens qui vont illustrer certaines choses. Bref, ça va peut-être avoir des répercussions sur la construction même, ou en tout cas le contenu même du référentiel. Et c'est plutôt souvent, hein, plus que peut-être. C'est très très récurrent. Voilà, c'est conseillé de travailler en parallèle, en tout cas de vraiment pas travailler en silo. Par rapport à ça. Oui. Voilà, donc si, alors j'essaie toujours de nuancer sans non plus faire peur aux personnes qui sont dans ce travail de rédaction, mais si vous êtes confronté à cette situation, en fait, c'est normal. Oui. Donc, pas de panique. C'est même une très bonne nouvelle, en fait, parce que ça permet quand même, de faire des allers-retours de cohérence. C'est ce qui va rendre votre dossier plus fort. Exactement. Tiens, le mot cohérence revient. Donc, oui, il faut que tout soit cohérent. Tout ce qui est écrit dans le référentiel, on doit pouvoir le retrouver dans la note d'opportunité, mais aussi dans les autres documents. Hein, donc, cette cohérence, c'est un peu le maître mot, encore une fois, du dossier. Regardons d'un petit peu plus près, à présent, de ce qui se passe dans le cadre d'un projet RS, bon, même si on a un petit peu déjà dit quelques mots à ce sujet. Donc là, l'idée, c'est de démontrer l'opportunité du projet
de faire reconnaître des compétences transversales ou complémentaires à un métier. J'aime bien partir, alors même si ce n'est pas forcément systématiquement un point de départ, mais de l'identification des cibles concernées. Qui est concerné par votre projet de certification? Est-ce que c'est un ou plusieurs métiers? Est-ce que c'est une ou plusieurs catégories de personnes? Potentiellement, quel est le niveau aussi de ces personnes? Ça va forcément poser le décor. Poser le décor exactement et orienter ce qu'on va chercher à justifier, ce qu'on va vouloir expliquer dans la note d'opportunité. Si on a créé le référentiel de cette manière, c'est pour une certaine raison, c'est pour répondre à un certain besoin. Donc, et souvent, la cible permet d'identifier cela. J'en profite pour faire un petit, peut-être un petit clin d'œil, mais ou en tout cas une petite précision. Une cible trop large peut envoyer un mauvais signal dans le cadre d'un projet RS, puisque si on fait un espèce de référentiel fourre-tout qui s'adresse à tout et à tout le monde, bon, on pourra se poser la question sur finalement quel est l'intérêt de ce projet. Voilà. Tu voulais intervenir, Camille? Pardon, non, c'est ça. Et je pensais à Cécile B qui nous a posé qui nous a demandé d'expliquer comment structurer la note d'opportunité. J'ai quand même assez souvent tendance, après j'essaye de me demander que si j'ai pas des exceptions en ce moment, parce qu'on est tous à faire évoluer aussi nos notes d'opportunité, j'ai plutôt tendance à commencer par le périmètre. C'est l'équivalent des cibles, hein, c'est le périmètre des compétences, c'est les cibles, etc. Pour deux raisons. La première, je suis toujours dans cette obsession de démonstration qu'on est au rendez-vous, on sait de quoi on parle, on est professionnel de la formation, donc on sait à qui on s'adresse parce qu'on connaît leurs besoins, on a réfléchi à leurs besoins et le reste du dossier va correspondre à ce qu'ils attendent. Donc le fait de dire à qui on s'adresse, ça pose le cadre et surtout le cadre de la suite. C'est-à-dire que ça pose, quand je parle du cadre, on peut aussi parler de filtre. C'est-à-dire qu'on indique à l'instructeur ou à l'instructrice que c'est pour eux qu'on a réfléchi à tout le reste. Et donc, le fait de les décrire et voilà, et de les définir, de circonscrire la cible, comme tu dis, ou les périmètres de compétences, ou les métiers pour le RS ou le reste, ça fait que le reste, le contexte, les enjeux, etc., il y a des choses qu'on n'aura pas forcément besoin de redire parce que c'est clairement posé au départ, au début. Donc, je pense que c'est plutôt important. Ouais. Voilà, mais de la même façon, côté RNCP, tiens, je fais une petite coquille orthographique au passage. Bon, passons, on n'a rien vu. Le but l'un des buts en tout cas de la note d'opportunité d'un projet RNCP, c'est de viser la reconnaissance d'un métier auprès de France Compétences, ou en tout cas de faire enregistrer ce métier au répertoire. Donc là, entre autres choses, il va falloir expliquer et justifier le niveau visé par le projet, pourquoi on se positionne sur tel niveau. Donc, vous avez une nomenclature de niveau qui va décliner le degré de savoir-faire et de responsabilité, d'autonomie auquel la certification fait appel. Et donc ça, il va falloir le justifier aussi. Pourquoi je dis au hasard, si vous êtes positionné sur un niveau 6, pourquoi ce niveau 6 et pourquoi pas un niveau 5 et pourquoi pas un niveau 7. Donc voilà, au regard de cette nomenclature, il faudra bien expliquer la chose. Voilà, c'est entre autres un des points à justifier qui va créer une différence entre un projet RS et un projet RNCP. Donc je check au passage, petite question. Oui. Donc si un certificateur a plusieurs projets d'enregistrement RS, la note d'opportunité doit-elle être spécifique à chaque projet, car il y a peut-être des points communs? Alors, oui, oui, parce qu'en fait, déjà, chaque projet est présenté de manière indépendante. Quand on fait une demande d'enregistrement, on ne fait pas une demande pour plusieurs projets. Donc, chaque projet est présenté différemment. Après, il est évident que si c'est le même porteur de projet qui présente
ces différentes demandes, il y aura certainement des parties qui vont être communes, notamment l'explication de la légitimité du porteur du projet, son historique, etc. Mais il faut voir un peu la note d'opportunité comme... Et alors là, je reprends les termes de Goulven, vous m'aviez, il y a eu je crois que c'était Digiformat qui avait organisé un live, un rendez-vous comme ça. Et lorsqu'il avait pris la parole, je me souviens de ce qu'il avait dit, mais je pense qu'on est plusieurs à s'en souvenir. On écrit une histoire, on raconte une histoire. Et cette histoire, elle est propre à chaque projet. Si on l'a définie de telle manière, c'est pour telle raison. Si on l'a entrepris à tel moment, c'est aussi peut-être pour une certaine raison. Voilà. Donc, voilà. Pour répondre à votre question, Véronique, oui, va falloir effectivement rédiger une note spécifique à chaque projet. Katarzyna, est-ce que ça t'embête si on répond quand même à la question de Cécile? En tout cas, c'est difficile on pourrait faire... on va dire aussi, ça dépend de comment on structure la note d'opportunité, parce qu'il faut toujours se dire, est-ce que notre choix d'ordonnancement sert le propos? Donc, c'est en ça que je déconseille d'avoir une espèce de tuto hyper rigide qui nous enlèverait notre capacité de douter et de challenger un peu toujours la manière dont on articule. En revanche, ce que je peux vous dire, Cécile, c'est que d'une manière générale, c'est pas mal de faire un truc un peu en étau, puisque du coup, l'idée, c'est de prendre par la main l'instructeur et de lui dire, regarde, t'as vu tout ce qu'il y a là, toutes ces entreprises, là je parle du RNCP par exemple, et après, regarde, là, toutes les transformations et les contraintes de ces entreprises. Et puis après, là, du coup, c'est ces métiers qui peuvent y répondre. C'est ce métier qui peut y répondre. Pourquoi nanana. Et après, c'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce on montre le paysage, le contexte, et puis après, on amène pour dire, comme je disais à Katarzyna juste avant, quand on préparait le webinaire, moi, ce que je vise, c'est l'évidence de ma démonstration. Et donc, j'espère, Cécile, que ce que je vous dis n'est pas trop abstrait et que ça va vous permettre de vous aiguiller, un peu comme l'aiguille qui affiche le nord sur une boussole. C'est que je n'ai pas l'itinéraire. Je ne vais pas vous donner un itinéraire parce que ça serait vous mettre des petits cailloux sur lesquels vous pouvez trébucher et je ne voudrais pas. En revanche, l'esprit, c'est vraiment ça. C'est est-ce que vous amenez votre instructeur ou votre instructrice à prendre le chemin de votre raisonnement. Voilà. Et ça rejoint la question du nombre de pages. On ne sait pas parce qu'en fait, à chaque fois, ça doit justifier que ça sert le raisonnement et que le raisonnement sert le but qui est de faire dire à l'instructeur « Ah oui ». Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, à ceux qui auraient pensé à un certain moment que c'est une formalité administrative, non, surtout pas. Les instructeurs mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ils lisent... en tout cas, moi, je n'ai jamais été confrontée à d'autres situations que celle-là. Ils lisent très en détail chaque point, j'ai envie de dire même chaque virgule du dossier. Ils ont besoin de comprendre. Ouais. De se plonger. De se plonger, d'avoir des repères, de comprendre. Bon, normalement, ils sont sensibilisés au secteur d'activité, mais parfois même plus que sensibilisés, au secteur d'activité dont relève votre projet. Donc, les attributions ne se font pas de manière... c'est pas du hasard, voilà. Mais il n'empêche que il faut se mettre à la place en fait de l'instructeur, de cette personne qui a des tonnes de dossiers à lire et analyser. Et tu l'as très bien dit, Camille, il faut le guider, l'aider à comprendre, lui faciliter la lecture. En mettant bien en avant les points clés. Et moi, il y a un truc qui me poursuit à chaque fois que je suis sur une note d'opportunité, c'est où est-ce que je veux en venir? Parce que parfois, on s'enflamme un peu quand on écrit, on dit « Ah oui, ça c'est super, c'est intéressant, je vais mettre ça, voilà. » Et puis, on a sorti un super pavé d'explications qui nous paraît génialissime. Et puis, quand on le relit, et alors c'est là où ça me fait tilt, c'est « Ok, où est-ce que je voulais en venir? Le but de tout ça, c'est quoi? Où est-ce que j'ai voulu emmener la personne? Où est-ce que j'ai voulu emmener mon lecteur? Bon, voilà, on est à la limite du roman policier là, mais l'idée, c'est... Non, mais c'est vrai. Si, il y a une narration à respecter. Et un petit conseil que n'écrivez pas dans les dernières 48 heures d'opportunité. Faites des pauses, reposez votre regard pour mieux y retourner, parce que cette
questions que Catalina pose qui paraissent simples, en fait, elles nécessitent un certain conditionnement qui est le regard nouveau qu'on pose sur des mots qu'on a écrits pour se dire, OK, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est, voilà, où est-ce que je veux en venir? Et n'hésitez pas à faire relire vos travaux avant, hein. Et par des personnes comment dire, qui ne vont pas avoir une certaine forme de complaisance quand ils vont vous relire. Le but, c'est pas de vous faire plaisir en vous disant oui, c'est super. Non, c'est clairement, si cette personne assez neutre, potentiellement n'a pas compris où est-ce que vous vouliez en venir, il se peut que l'instructeur non plus. Voilà. Donc, il faut rester cohérent aussi par rapport à ça. Petite question supplémentaire, est-ce que l'étude métier est dans la note d'opportunité ou séparée dans le cadre d'un RNCP? Y a-t-il un sens, un ordre plus logique pour présenter les informations dans la note d'opportunité? Alors, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en démarrant. Je pense qu'il y a autant de structures possibles. Par contre, globalement, il y a des choses qu'on va retrouver, à force d'en faire, oui, qu'on va toujours présenter dans un dossier. En tout cas, l'étude métier. Alors, pour ma part, vous appelez l'étude métier? Peut-être l'explication même du métier sont. Parce qu'il y a dans le dossier complémentaire un passage là-dessus qui est dédié à ça, mais après il y a la note d'opportunité. Donc Véronique, si vous pouviez préciser ce que vous entendez exactement par l'étude métier, ça nous permettrait de pouvoir y répondre sans se tromper. Exact. Mais après, c'est aussi le périmètre métier. Enfin, je veux dire, le périmètre métier se retrouve dans la note d'opportunité pour poser le décor. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et les compétences aussi. Comment dire, préciser les compétences, c'est aussi très important. Oui. Alors, elle est demandée parmi les livrables à fournir. Enfin, bon, en tout cas, pour ma part, mais attention, c'est pas parce que quand on est consultant qu'on dit quelque chose qu'on est parole d'évangile non plus. Hein, donc, parce que chacun a sa façon de faire. En tout cas, moi, je l'intègre dans j'intègre non pas l'étude métier, mais l'explication, si on est bien sur la même longueur d'onde, de l'étude métier dans la note d'opportunité. Donc oui, l'idée étant d'expliquer le périmètre, d'expliquer en quoi consiste le métier, d'expliquer aussi son évolution, parce que bon nombre de métiers sont confrontés à des évolutions, et pourquoi on l'appelait comme ça avant, pourquoi on l'appelle comme ça aujourd'hui. Voilà, ça fait des choses, effectivement, ça fait partie des choses qu'on va clairement expliquer dans la note. Se retrouver dans le dossier du PANOTIS en annexe et inclure l'étude et nos sources. Alors, il y a les éléments que l'on saisit dans l'espace, dans les différents panneaux, lors de la saisie sur l'espace, France Compétences. Il y a aussi la note d'opportunité. Enfin, pour moi, c'est vraiment la note d'opportunité est vraiment l'argumentation de tout ça. De ce qu'on va retrouver dans les différents panneaux. Donc, le lien, c'est dans la note. Voilà. Ok, on va poursuivre quand même, parce qu'on a encore plein de... en tout cas, quelques petites choses à dire sur la structure même de la note d'opportunité. Alors, je disais tout à l'heure, l'opportunité économique et sociale. Je pèse mes mots. Je vais aborder l'aspect social parce que là, on est sur le périmètre métier. Comment se situe, si on est sur du RNCP, comment se situe ce métier, quelles sont les fonctions qu'il va permettre d'exercer. D'ailleurs, est-ce que le projet de titre qu'on est en train d'enregistrer, il couvre un ou plusieurs métiers, parce que potentiellement, ça peut être un ensemble de fonctions. Donc, quelles vont être éventuellement les fiches de poste associées, où est-ce qu'on va exercer ce métier, sous la responsabilité des... enfin, voilà. Donc, il y a un tas de questions à se poser pour situer, en tout cas socialement, le métier et pourquoi aussi on en a besoin sur le marché du travail français. Et après, il y a cette notion d'opportunité économique. Quels sont, pourquoi pas, les repères en termes de chiffre d'affaires par rapport au PIB, quelles vont être les répercussions attendues au regard de quoi, d'un contexte, là j'ai n'importe quoi, par exemple on a les Jeux Olympiques qui arrivent,
Peut-être que si on était sur des métiers, une profession réglementée comme les agents de sécurité, on voit que face à des événements comme ça, des événements majeurs, un tel métier, on voit tout de suite les répercussions économiques que ça peut avoir sur le marché du travail. Et ce sont des choses qu'il va falloir annoncer. Donc, il ne s'agit pas de faire un gros pavé opportunités économiques et opportunités sociales. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà, c'est en tout cas de garder à l'esprit ces deux notions pour structurer sa note et pour dire ce que je veux démontrer, c'est au regard de ces éléments. Vas-y, pardon. Je voulais pas te couper. Il y a aussi, il me semble, des métiers qui se prêtent plus au développement de l'opportunité économique et des métiers qui se portent plus à un développement de l'opportunité sociale. Parce qu'il y a des métiers où économiquement, c'est pas l'opportunité. Par contre, socialement, il faut vraiment que ça se bouge. On pense les travailleurs sociaux. Avec différents métiers dans le secteur de la santé. Alors, pour le coup, c'est aussi économique. C'est le mauvais exemple parce que c'est autant économique que social. Mais on voit quand même que dans social, ça peut aussi... je trouve que dans autant économique, on comprend très bien, c'est pour la pérennité et le développement de l'entreprise, du secteur et in fine du territoire français. Le social, il y a effectivement la dimension de l'impact social que le métier peut avoir par sa simple activité, pour du RNCP, mais ça peut être aussi le social dans les conditions de travail, les conditions sociales à l'intérieur de l'entreprise aussi, ce qui est important, parce que c'est beaucoup regardé aussi en ce moment. Et effectivement, tout ce que tu disais relatif à l'organigramme et à comment ça s'intègre socialement dans l'organisation. Oui. Et puis après, il y a je me suis noté ça ici parce que c'est aussi une dimension importante. La note d'opportunité, alors encore une fois, ça dépend des consultants et de la manière d'aborder la chose, mais moi j'intègre la valeur d'usage dans la note d'opportunité. Et l'usage, alors, elle a une portée légèrement différente entre du RS et du RNCP. Mais tout ce qu'on va dire dans la note d'opportunité doit aussi démontrer une cohérence avec la valeur d'usage. Donc, si on est sur du RNCP et qu'on analyse l'insertion professionnelle et qu'on voit que dans l'emploi visé, on a une insertion professionnelle plutôt à 6 mois ou plutôt à 1 an, si on voit que c'est plutôt sur tel poste plutôt que sur tel autre, encore une fois, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on révèle statistiquement l'insertion pro et ce qu'on a dit dans la note. Il ne s'agit pas de se contredire et de dire, alors je donne un autre exemple, que nos insérés ils vont avoir une rémunération qui se situe dans telle fourchette. Or, si on regarde l'insertion professionnelle et que la fourchette ne correspond pas, en gros, on va lancer un mauvais signal parce que des informations contradictoires. Donc, il faut qu'il y ait une certaine logique là-dessus. De la même façon, si on avance certaines opportunités sur le marché et qu'on obtient des lettres de témoignage de nos titulaires, ou en tout cas des personnes qui ont acquis les compétences évaluées par l'assertif, et que ces personnes, dans leur témoignage, disent certaines choses, là encore, il faut en tenir compte. Alors là, c'est du pain béni parce qu'ils nous font remonter des informations du terrain. Donc, il faut les exploiter, ces informations. On les met en verbatim dans la note d'opportunité. Exactement. Les faire parler. Avec note en bas de page, témoignage, voilà. Je renvoie à l'attestation. Exactement, confère, témoignage à l'endroit. On parle des témoignages là, mais on peut parler aussi des courriers de soutien qui sont parfois très difficiles à obtenir. Mais si vous aviez dans votre réseau professionnel des syndicats, des fédérations, des représentations d'employeurs, des associations peut-être, des institutionnels, bon, peu importe. Voilà, mais à qui vous allez soumettre votre projet de certification et qui vont donner de l'eau à votre moulin en disant oui, effectivement, ces compétences, on en a besoin pour telle raison par rapport à ce qui se passe sur le marché. Ou au contraire, ils vont peut-être aussi vous aider à les définir. Ces compétences par rapport à vos observations. Encore une fois, on met tout ça en corrélation pour faire parler le besoin et donc l'opportunité du projet. Côté RS,
on n'a pas alors, en tout cas, pas au même titre que du RNCP, un tableau de suivi d'insertion pro, quoique, parfois je me demande si on n'en est pas loin. Oui, parce que là, l'idée, c'est de suivre. Hein. On a des enquêtes post-certification pour savoir mais que sont devenus nos titulaires de compétences et comment est-ce qu'ils les utilisent dans leur quotidien professionnel. Eh bien, c'est ça. Comment est-ce qu'ils utilisent les compétences acquises dans leur quotidien professionnel? Qu'est-ce que ça leur, ça leur apporte? Change. Exactement. À mettre en corrélation avec ce qu'on aura identifié dans les opportunités précédentes identifiées. Voilà. Donc, c'est un tout. C'est une articulation entre plusieurs éléments et d'où l'importance de garder ce fil conducteur, ce fil rouge. Je pars d'un point de départ qui est un ensemble de compétences ou un métier. Qu'est-ce que je veux démontrer? Quel est mon cheminement pour démontrer qu'il y a un réel besoin? Est-ce que tu vois autre chose, Camille, sur ces... Non, pour moi, c'est tout bon. Il y aura toujours des petites nuances sur la manière de faire, mais je suis très portée compétence sur la note d'opportunité pour faire le lien avec l'analyse de cohorte et toutes les justifications de salaire, de cadre, etc. Pour le coup, moi, je les focus beaucoup sur l'analyse de cohorte, mais c'est des détails, là, vraiment, au contraire, moi, je pense que la valeur d'usage est importante de mettre dans la note d'opportunité. Non, je regardais Virginie qui, du coup, redemandait quand même reformuler sa question. Il faut donc un document à part du panneau 10 et de son analyse. Oui, clairement, hein, c'est un document qu'on à part entière. Peu importe le nom qu'on lui donne, j'ai envie de dire note d'opportunité, c'est pas mal. C'est autant l'appeler comme ça, mais après, certains l'appellent étude d'opportunité, analyse économique et sociale, voilà, peu importe le nom qu'on lui donne, mais clairement, l'idée, c'est ça. Hein. Note d'opportunité, c'est le nom officiel, entre guillemets, de France Compétences. Donc, c'est pour ça que... Un petit peu générique, mais voilà, hein, clairement. Et il est... Alors, je glisse ça comme ça, mais c'est parce que c'est intéressant aussi de voir les choses. Quand on a parfois, ça m'arrive, j'ai des porteurs de projets qui ont des projets super, hein, mais qui ne sont pas encore bien... comment dire c'est pas encore bien mûr. Les étapes, elles sont pas encore bien claires, ou ils n'ont pas forcément encore bien testé le dispositif certificatif. On est encore un peu en amont des choses. Eh bien, on a dans ces cas-là tendance à proposer une étude d'opportunité. Alors là, jargon, étude, note, c'est quoi la différence? Une étude d'opportunité, c'est un peu la phase dont on parlait tout à l'heure, c'est la collecte d'informations. On va faire cette collecte, on va regarder le projet où il en est, ce qui lui reste à faire pour mûrir et s'adapter, mais en faisant attention à ce qui se passe dans le contexte dans lequel on vit, dans lequel on évolue professionnellement, pour que le projet en question prenne le bon chemin avant de créer quoi que ce soit en termes de dossier de demande d'enregistrement auprès de France Compétences. Voilà, donc parfois, en amont, faire une étude d'opportunité qui va à terme conduire à la note d'opportunité, parce que tout ce qu'on aura cherché pour nourrir l'étude va être utilisable pour la note. Ça peut être aussi une bonne façon d'amorcer le sujet. Je crois qu'on a d'autres questions qui sont arrivées. Notre organisme de formation a validé une certification professionnelle en décembre 2023. Elle est donc inscrite au RNCP. Je souhaitais savoir comment cela se passe pour le renouvellement. Nous devons refaire une note d'opportunité. Tout à fait. Malheureusement, oui. Parce que le monde change, les choses évoluent et vous devez démontrer que vous effectuez une veille. Exactement. Vas-y, pardon. Non, vas-y, au contraire. Vas-y. On fait beaucoup de renouvellement de notre côté, pas que, mais on en a une bonne part. Oui, Clara, encore plus, non. Mais le renouvellement, et ça, Katarzyna, c'est sûr qu'elle va me suivre là-dessus, parce qu'en tant que consultant, on se le dit tout le temps, que, et je comprends pourquoi, mais les organismes de formation, certains, ont mis tellement d'énergie à obtenir la certification qu'il y a eu un effet de juste après. Oui, mais non. C'est-à-dire oui, mais pas trop. Dans le sens où
France Compétences attend de vous que le travail soit en continu. C'est quoi le travail? J'entends par là le travail de suivi de vos certifiés, le travail de veille du secteur, qui va influencer forcément l'évolution du référentiel, parce que vous n'allez pas représenter le même référentiel. Il faut montrer que vous avez pris en considération les évolutions. Et comment on prend en considération les évolutions? En faisant une veille. Et la note d'opportunité, c'est le document qui prouve et qui démontre la veille que vous avez été capable de faire durant tout le temps de la validité de votre titre jusqu'au dossier du renouvellement. Donc, s'il y a, je pense, un bon conseil, là encore une fois, donc ça fait partie de la liste des conseils qu'on peut vous donner, c'est, alors, vous êtes enregistré pour une durée maximale de 5 ans, enfin, le projet est enregistré pour une durée maximale de 5 ans, ça peut être aussi moins. Souvent, on dit, il faut commencer à se pencher sur la demande de renouvellement. Alors, la demande de renouvellement n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle demande d'enregistrement. C'est simplement que dans votre espace France Compétences, on va vous demander s'il y avait un ancien numéro de fiche, mais finalement, on repositionne un nouveau dossier. Donc, on dit, allez, 1 an avant, histoire de prendre le temps de bien faire les choses et que les deux enregistrements se succèdent et qu'il n'y ait pas un laps de temps, un espèce de trou là entre deux pendant lequel vous allez être bloqué, vous n'allez pas pouvoir être formé. Alors, là, je vais nuancer quand même un petit truc, au risque de vous faire peur, et j'en suis navrée. La construction du renouvellement démarre au moment où vous devenez certificateur. Il faut déjà se projeter dès le départ. Là, ça fait 2-3 dossiers de renouvellement là, que j'ouvre, parce que on me sollicite, donc j'analyse un peu le dossier, puis je dis, tiens, alors vous avez formé beaucoup de monde, c'est super, mais je vois quand même un écart assez conséquent avec le nombre de personnes qui ont passé la certification. Alors ça, c'est pas bon. Ça va pas du tout. C'est un autre webinaire pour ça. Parce que... voilà, je pense qu'il y a tout un sujet autour de ça. Donc, vous voyez, ça s'anticipe. Donc, si dès le départ, on est dans une projection de OK, je renouvelle, je n'importe quoi, dans 3 ans. D'ici là, voilà mon petit plan de bataille, mon petit plan d'action. À telle période, je vais faire ça, je vais faire ma veille à ce moment-là, je vais faire pourquoi pas, et ça c'est plutôt pas mal, de le faire, un petit conseil de perfectionnement où je vais réunir mes experts et puis on va checker s'il y a eu des évolutions notables sur le marché du travail et est-ce que ça va avoir des impacts sur mon référentiel de compétences. Tout ça, ça se planifie très en amont. Il ne faut pas attendre juste le 1 an avant pour se réveiller et le faire parce que parfois, je ne dis pas que c'est systématique, loin de là, mais on peut avoir de mauvaises surprises, donc il faut bien l'anticiper. Après, si je peux juste préciser à Clara qui la question se portait essentiellement sur la note d'opportunité dans le cadre du renouvellement, c'est qu'on ne repart pas from scratch oui. Parce que l'important dans l'idée de cohérence, c'est de montrer qu'il y a un suivi, puis que vous recommencez pas de zéro, parce que factuellement, vous recommencez, voilà, que ce soit 1, 2 ans ou 5 ans, vous ne recommencez pas de zéro. Donc, vous repartez de votre note d'opportunité, concrètement, et vous regardez et vous faites une étude d'opportunité, vous collectez vos documentations, si vous ne l'avez pas fait régulièrement, et vous regardez l'écart, vous regardez ce qui a changé, tout simplement. Vous faites le travail, justement, de se dire, mais mon certifié, là, qui est sorti, s'il a un petit frère et qui dit, on fait la même école, ou une petite sœur, qu'est-ce qu'il faudrait que je lui apprenne pour qu'il soit à équivalence, à la même chance d'être employable, en fait, à la sortie? Ce sera peut-être une nouvelle compétence en plus. Après, ça dépend il y a des métiers qui bougent beaucoup, il y a des métiers qui bougent moins. D'une manière générale, on est quand même dans un contexte économique et social, étant donné la digitalisation, étant donné tellement de choses, qu'il y a peu de métiers qui ne bougent pas trop. Il y en a qui se transfigurent, il y en a qui se changent totalement, il y en a qui disparaissent, il y en a qui se réinventent et il y en a qui naissent. Et c'est dans cette dynamique-là que la note d'opportunité dans le renouvellement doit montrer, et vous pouvez faire référence à des faits, pour la note de renouvellement, ce sera la dernière info que je vous donne pour ça, vous pouvez faire le lien avec ce que vous aviez dit, en disant,
en telle année, lors de notre dernière note d'opportunité, c'était ça. Aujourd'hui, ça a un peu changé, c'est ça. Et vous vous appuyez évidemment sur un chiffre, une étude, un article, etc. Comme ça vous permet de démontrer à France Compétences que vous avez suivi le dossier et que vous ne réouvrez pas tout d'un coup le grimoire parce qu'il faut se faire renouveler le titre. Exactement. Le grimoire, j'aime bien l'idée. C'est un peu ça, hein. Au bout d'un moment, on accouche le grimoire. C'est heureux, là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le dossier. Exactement. Alors, je vois le temps qui passe, donc juste pour doucement arriver à la fin de notre présentation. Donc finalement, dans notre note d'opportunité, on va soulever des questions, mais voilà, on va soulever les bonnes questions et surtout, on va y répondre. Je vous donne quelques exemples. C'est pas exhaustif, parce qu'encore une fois, hein, on l'a dit, ça dépend des projets. Qui a besoin du projet et pourquoi? Quel est le ou les secteurs d'activité? Quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés? Quelle est la croissance de ces secteurs? Quelles sont les difficultés, les lacunes du marché du travail en lien donc avec le projet? Pourquoi le projet il a été construit de telle façon? Comment est-ce que le projet a été mis en œuvre? Concrètement, c'est combien de personnes ont été évaluées, comment je l'ai mis en œuvre. C'est vraiment, j'ai montré que la certification, elle a du vécu. Quels sont les résultats dans ces premières phases de mise en œuvre qui en témoignent? Voilà, donc ce sont quelques petits exemples comme ça qui vont permettre aussi de guider votre présentation. Il faut voir un petit peu finalement, alors, je vais faire une petite comparaison très très rapide, mais avec une espèce de dissertation. Alors là, je ne suis pas dans les thèses, antithèse, synthèse, c'est pas du tout ça. Mais on parlait tout à l'heure de cette forme un peu d'entonnoir. On va partir du cas un petit peu large, présentation du porteur de projet, sa légitimité, s'il a d'éventuels soutiens d'institutionnels et pourquoi pas, peut-être qu'il y a aussi des co-certificateurs, peut-être que vous n'êtes pas tout seul pour déposer une demande, donc tout ça, voilà, on va le contextualiser, on va le présenter. Et petit à petit, on va cibler jusqu'à en venir à qui est concerné par mon projet, comment je l'ai bâti, comment il répond aux besoins du marché, en passant par comment est-ce qu'on a identifié ces besoins du marché et qui est-ce qui le concerne. Ce qu'il faut garder à l'esprit, par contre, aussi, systématiquement, c'est d'argumenter, d'étayer vos propos. Toute l'argumentation, pour qu'elle soit convaincante, elle doit être étayée de faits, de sources identifiées, vérifiables. On le dit, on le répète. Donc, des notes de bas de page, des renvois vers les sites que l'on peut consulter. S'il s'agit d'informations qui ne sont pas extraites de sites, n'hésitez pas, pourquoi pas aussi à mettre des annexes. Donc, en faisant des renvois de pages, confères, annexes, machin, en disant, on a fait une découpe d'articles de presse qui parlent d'un certain sujet, on l'aura intégré. N'hésitez pas aussi à faire un beau devoir qui visuellement soit agréable et qui facilite la lecture de l'instructeur, de l'instructrice. Je prends toujours aussi cet exemple-là, le fait... Parfois, on trouve un joli tableau statistique avec des données et puis hop, on fait un copier-coller, on balance ça dans la note. Et alors moi, dans ces cas-là, alors là, c'est mon background de formatrice qui revient, enfin de formatrice d'enseignante. Je lis, j'ai oui, d'accord, mais ça vient comme un cheveu sur la soupe. Moi, je veux qu'on m'explique. Commentez-moi les données qui sont dans ce tableau. Pourquoi vous le mettez ? Ne lâchez pas la main de l'instructeur. Ne lâchez pas la main, c'est une très belle image, mais c'est très exactement ça. Alors, voyons voir. Tiens, ça m'intéresse aussi, on a rajouté un petit sondage pour terminer aussi là-dessus, voir ceux qui parmi vous seraient dans une phase de demande de renouvellement de leur dossier. Je suis un peu curieuse pour voir un peu statistiquement ce que ça représente dans les proportions. Alors, Catherine... Il y a une dernière question quand même, une avant-dernière question précise pour la demande de RS. Oui. Dans le cadre... Alors, une formation qui comporte 2 niveaux, qu'est-ce qu'il faut... Alors, est-ce qu'il faut faire un dossier par niveau ou pour l'ensemble des 2 niveaux? Alors, attention, ce qu'on formule auprès de France Compétences, que ce soit pour du RS ou du RNCP, ce n'est pas une formation.
Donc, les formations de niveau, là déjà, je ne suis pas sûre qu'on soit sur la même longueur d'onde, Catherine, pour que je puisse vous répondre. Par contre, ce que je vous propose, alors attendez, on va faire comme ça, je vais vous afficher, bon déjà, merci. N'hésitez pas à me faire un petit mail ou simplement vous m'appelez, mais pour que je puisse bien répondre à votre question, parce que là, d'une part, je ne voudrais pas être à côté de la plaque pour bien vous répondre. Déjà, si on raisonne par formation et par niveau, on va s'éloigner du sujet. Et ensuite, on a une autre question, est-ce qu'on a des exemples de notes d'opportunité? Alors, moi, je prône la discrétion dans ces cas-là, tout simplement parce que si vous-même, vous êtes porteur de projet, que vous avez réussi à faire enregistrer votre projet, certainement, je pense que vous n'aimeriez pas que vos travaux soient mis à disposition d'autres porteurs de projets qui potentiellement pourraient s'intéresser à votre secteur d'activité, en fait, à des concurrents, soyons clairs. Donc, malheureusement, non. Bien sûr qu'on a des tas de notes d'opportunités qu'on a produites, mais on ne les partage pas, simplement pour préserver la seule chose qu'on peut faire, nous, ça a été le cas pour un prospect qui voulait savoir un petit peu comment on rédigeait, parce que voilà, il était très pointilleux là-dessus, puis il avait eu des déceptions, donc ça se comprend. On a fait des extraits de notes d'opportunité pour juste montrer comment le style, voilà. Et toi, comme moi, je pense, Camille, je pense qu'on effectue le même genre de travaux. On fait aussi des travaux de relecture. Donc, alors, oui, tout à fait. L'instant pub, c'est pas que, mais que ce soit nous ou d'autres, peu importe. Mais n'hésitez pas à soumettre aussi votre note d'opportunité, pourquoi pas vos autres documents. Prenez cette lecture analytique et qu'on vous dit ça va pas. Oh là, attention, il faut défendre. Mais là, la plupart du temps, moi, je me surprends quand je commande à dire pourquoi. Parce que l'argument est intéressant, mais il n'est pas forcément justifié. Et moi, je veux. Non, on sait que c'est demandé. Je préconise, voilà. Le déclaratif, c'est juste du déclaratif. Exactement. Exact. Ça ne vaut que votre parole. Or, il faut que la parole ait du poids avec. Tout à fait. Bon, mais très bien. En tout cas, merci pour les participants aux différents sondages. Moi, ça va me permettre aussi d'orienter potentiellement d'autres sujets des webinaires. On touche à la fin. On a respecté le timing. Parfait. Parce que là, pour le coup, c'est un gros sujet de cette note d'opportunité et ça suscite bien des questions. On va faire à ça de regarder le replay parce qu'au début, on parle du nombre de pages. La réponse est non, ça. Malheureusement. Après, je vous encourage de regarder le replay. Vous aurez la réponse du pourquoi, du comment. Oui. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera un plaisir de les traiter lors d'un autre webinaire ou voilà, en direct, en off, bien volontiers. Un grand merci, Camille, pour ta participation. Je voulais te dire merci beaucoup, Katarzyna, de m'avoir invitée. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que tous les participants ont pu avoir ce dont ils avaient besoin, que ça les a éclairés à des endroits pour pouvoir avancer. Et je vous envoie plein de courage et plein de force et d'énergie parce que c'est vrai que c'est un grand travail. Un grand travail. Ouais. Une enquête passionnante, mais un grand travail. Oui. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Et rendez-vous au prochain épisode dans notre petite série. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.